Ravi de vous retrouver encore une fois sur C'est mon rugby, deuxième épisode d'ici C'est rugby avec Lagui. Salut Philippe, comment tu vas? Écoute, depuis hier, impeccable. Deuxième aujourd'hui, deuxième épisode aujourd'hui, on va parler de ton rugby. Pour ça, on a 10 minutes. Alors c'est parti. Ben, tout simplement, qu'est-ce que le rugby t'a appris? Il m'a construit, il m'a appris à respecter les règles, à pouvoir de temps en temps les secouer, mais à toujours jamais être borderline. Il m'a appris à, à respecter les gens, il m'a appris à regarder les choses différemment, il m'a appris à m'accrocher. Ça a toujours été pour moi. Voilà, dans ma vie, j'ai eu des hauts et des bas, des très hauts même, et puis des très bas aussi avec le cinéma. Et je me suis jamais, voilà, jamais écroulé. Ça, c'est le sport en général. Mais quand même, le rugby a une petite fève en plus, c'est qu'il a ce côté sport de combat collectif où on est ensemble. Et il m'a apporté aussi l'envie de donner, de faire la passe, le ballon. Il m'a apporté la manière de manager aussi une équipe parce que je ne fais que, quand je suis le patron, on va dire, d'un tournage, puisque c'est mon film et que j'ai toute une équipe où j'ai du plus jeune de la régie qui amène les cafés aux acteurs jusqu'à la star Gérard Lanvin ou Olivier Marchal, qui n'ont pas les mêmes salaires, qui n'ont pas du tout les mêmes statuts et qu'il faut quand même qu'on soit une équipe pour arriver à faire un film, tu vois. Donc ça m'a appris ça aussi, c'est-à-dire comment faire pour que tout le monde soit heureux et ait envie de se battre, quel que soit le statut de la personne avec qui tu travailles. Donc tout ça, voilà, ça m'a construit une dignité aussi, hein, tu vois, en disant, voilà, quoi, il n'y a pas de... Il y a, il y a des choses que tu peux pas... il faut rester digne, quoi. Une pudeur aussi. Parce qu'il y a tous ces... En fait, c'est même pas le terrain qui t'apprend ça, c'est le vestiaire. C'est ça la différence. Est-ce que tu serais le même homme si tu n'avais pas joué au rugby? Bah, j'aurais joué au foot, je pense, parce que j'étais pas mauvais. Donc, bon, je serais plus riche peut-être. Ça veut dire Je serais quoi? peut-être pas le même. Je serais pas dans la merde comme aujourd'hui, tu vois. Voilà. Ça veut dire quoi être au rugby, justement? Être rugby, c'est justement euh, être une personne qui, euh, qui dégage autour d'elle toutes ses valeurs sans avoir besoin de les expliquer. Moi, je sais que c'est un passeport quelque part parce que sur un tournage, si j'ai deux mecs à choisir, deux femmes, parce que maintenant il y a des femmes qui jouent au rugby et qui adorent ça, et sur un tournage technicien, qui sont des métiers difficiles dans le cinéma, parce que les mecs se lèvent à 4 heures, ils remballent après le matos et tout, enfin tu vois, et puis et c'est costaud, c'est physique, c'est mental. Ben, je prendrai le rugbyman, je ne prendrai pas l'autre. Voilà. Parce que je sais que je pourrais m'appuyer sur du solide. Tu parlais tout à l'heure du vestiaire et j'ai envie de revenir là-dessus. Oui, c'est là qu'en fait on grandit. Voilà, dans ces vestiaires un peu pourris avec ces douches un peu froides. Toi, t'as connu ça aussi. C'est là Ouais, qu'on se forge le truc, quoi. ouais, parce que c'est là où on, on, il y a tous les sentiments là. Non, il y a tous les ressentis sont dans un vestiaire. La joie, la frustration, la colère, la, 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 euh, le partage, la fierté. Enfin, tu vois, je ne vais pas te les faire parce que sinon on en a. Ouais, ouais, non, mais oui, oui, bien sûr. Et, et la remise en question permanente, c'est-à-dire qu'on joue tous les dimanches, on joue tous les samedis, on joue tous les vendredis. Et c'est jamais la même. Voilà. Et dès qu'on commence à se prendre pour d'autres, ben on perd. C'est logique. C'est comme ça. Dès qu'on commence à devenir prétentieux, on est. Et ça, c'est le sport, c'est génial pour ça. C'est que quand même. Alors que c'est pas le cas dans le milieu que je fréquente aujourd'hui, le cinéma. C'est-à-dire que tu L'école peux de faire. l'humilité. Ouais, c'est-à-dire que tu peux. La performance en sport, elle est, à part dans les sports, à part, je dis, dans les sports de juge, c'est-à-dire la gymnastique, Oui. mais elle est objective. Tu es le plus rapide, ou tu es le plus fort, ou tu es le plus intelligent, ou enfin le plus musclé, ou le plus. Voilà, quoi, tu vois. Mais t'es pas. C'est pas, voilà, tu gagnes ou tu perds. C'est simple. Voilà.
C'est- C'est Cette, véri- binaire, le sport. cette vérité-là, justement, du résultat, elle peut parfois, enfin, elle peut sublimer et voilà, amener à la performance. Elle peut aussi mettre une pression forte sur les épaules des joueurs. Toi, déjà à l'époque, il y avait cette pression qui parfois, voilà, vous rendait peut-être un peu moins fort. On a toujours la pression, c'est même en fait, c'est pas parce que c'est pas une question de salaire, la pression. C'est Non, non, une bien sûr, oui, oui, question rien à voir. de, de hauteur auquel tu mets ton objectif. Ouais. C'est ce que tu as décidé de faire collectivement et individuellement. C'est ça, c'est là où tu te mets la pression. Mais nous, on prenait 300 euros par mois, 800 euros par mois pour jouer au rugby. Maintenant, ils en prennent entre 50, 80, 1000. Mais on nous disait aussi, les gars, vous êtes payés, vous êtes pros. Tu vois, donc, et on disait, ouais, en fait, 300, on a juste le loyer à payer et on ne peut pas faire autrement. Donc, mais on nous mettait la pression aussi en disant, les gars, et en même temps, on était remis dans l'axe. La- on avait envie de bien faire, quoi, tu vois. Pourquoi on avait envie de bien faire? Donc ça te met forcément une envie de performance. Tu t'entraînes mieux, plus, tu as envie de bien faire individuellement parce que tu as envie aussi d'être de l'équipe qui va bien faire collectivement. Mais ça commence par l'individuel. C'est-à-dire que moi, voilà, en septembre, on arrivait, en août, on prenait l'acide lactique, on faisait des tests et on te disait, Lagui, il faut que tu travailles ça, l'autre, tu travailles ça, tu travailles ça. Mais moi, je faisais ça, je faisais tous ces efforts-là parce que j'avais envie d'être dans l'équipe. Parce que après, c'est le premier objectif, c'est d'être dans l'équipe. Voilà. Alors pour un international, c'est d'être sélectionné. Pour moi, c'était d'être déjà sélectionné au sein de mon club. Et après, de mon équipe, de l'équipe première dans laquelle j'avais mes potes. Donc tout ça, ça te forge quelque part. Et après, tu as un objectif collectif. Voilà. Et cet objectif collectif, ça te met la pression. Ça dépend, évidemment. Nous, on n'avait pas la pression en 86-87 parce qu'on venait de nulle part et que d'un seul coup, on s'est retrouvé en finale. Mais à partir du moment où on a fait la finale en 87, on a chargé au mois de septembre d'après parce que je pense qu'on avait fait les fêtes de Bayonne. On s'était un petit peu, voilà, on avait fait Vic-Fezensac, on avait fait Pamplune et on avait fait Dax, l'ouverture de Dax, etc. Et qu'on arrivait, on a pris des raclés partout et que d'un seul coup, on s'est dit, il faut qu'on se remette à travailler. Donc le, alors, on avait la pression, ouais. Ouais, on avait la pression, mais on avait la bonne pression, je pense, parce que on avait, on s'était aussi, alors la pression, on se l'est inventée aussi, parce que c'est là où on peut dire, on s'est inventé la pression en faisant les cons comme on a fait, en jouant en béret à Bayonne, en jouant en nœud papillon, une finale contre Toulon quand même, respect, tu vois, et en perdant seulement 15-12, parce qu'on aurait très bien pu prendre une raclée ce jour-là, et avec le nœud papillon, Robert, il nous aurait dit, c'est fini, on range les nœuds, on met ça dans l'armoire, et c'est fini, on arrête les conneries. Un mot, Donc on s'est mis la pression aussi, nous, parce qu'on l'avait pas assez à Paris. À Colombes, à Paris, moi je vais acheter ma baguette, il n'y a pas un mec qui me dit, attention, un dimanche contre Narbonne, il va falloir gagner. Il n'y a pas un mec qui sait qu'on joue au rugby. un mot sur les Beatles, là, les cinq fantastiques, quand même, cette bande avec ce nœud pape qui, voilà, ça part d'une connerie, ça finit en success story. Ménel, Éric Blanc, évidemment, Jean-Baptiste Lafont, toi et Yvon Rousset, ces mecs-là, ouais, je parle des Beatles parce que pour ma génération, vous représentiez un peu ça, enfin des mecs Ouais, un c'est peu les cool. Beatles Bien, ouais, de l'Ovalie, quoi. Mais oui, parce que c'est né déjà d'une amitié, parce qu'on a habité ensemble. Lafont était avec moi j'étais avec Lafont, on va dire, bah, bref. Et Blanc et Rousset étaient ensemble. Et puis après, Franck est arrivé. Et Franck a porté le mouvement à l'international, parce que c'était lui qui était le plus sélectionné en équipe de France. Donc le, c'était notre ambassadeur, Franck. Parce que Yvon et moi, on ne jouait pas en équipe de France, on jouait dans les sélections en dessous, mais pas la grande sélection. Et Jean-Bas, mine de rien, il y était, mais il a moins de sélections que Franck. Donc, euh, c'est né en fait, c'est né de Jean-Bas. Je pense que c'est Jean-Bas le plus fou, le, le plus, euh, le plus gonflé, on va dire. Le plus gonflé, c'était Jean-Bas. ok. Le plus fou, c'était Eric Blanc. Et nous, on était des suiveurs avec Yvon. Et après, moi, j'étais un rapporteur parce que je commençais déjà à écrire dans les journaux, parce que les journaux, Libération, l'équipe, me demandaient souvent d'écrire un petit peu des chroniques sur tout ce qui se passait dans nos têtes pour jouer ces matchs-là. Donc, et Yvon, c'était on va dire, l'animateur, parce qu'il
Il imitait tous les joueurs, il imitait Ferras, il imitait Fourou. C'était notre Patrick Sébastien. Donc tout ça a fait un groupe. Et Franck est arrivé et il a amené cette espèce d'élégance un petit peu parisienne. C'était un peu le seul vrai Parisien, quelque part, Franck. Et du coup, ça a créé ça. Et puis à chaque fois, la première fois, c'était juste un pari de Jean-Bas. Hein. Jean-Bas qui est là, qui dit je me souviens contre Bayonne, on joue le match aller à Paris en 86 et le match retour a lieu en 87. Et à la fin, sur Stade 2, Pierre Salviac l'interview et dit bon, alors le match, on avait battu Bayonne, c'était un match toujours, c'était un beau classique parce que c'est deux équipes qui jouaient quand même bien au ballon. Et il dit j'ai un scoop pour, en l'honneur de mon grand-père qui jouait en Béret à Bayonne. On va jouer le match retour à Bayonne Oui. en béret. Nous, on n'était même pas au courant hein, au départ. Hein. D'accord. Nous, Ok. on a appris ça sur Stade 2, la guirlande d'essai de Pierre Salviac. Et on a dit, c'est Jobard, Jobard. Alors, les téléphones ont commencé à faire, Labro, machin. Il dit ça, interdit, c'est de la provoque, c'est nul, machin et tout. Puis finalement, Robert, c'est lui qui nous a donné la carte. Il nous a dit, écoutez, moi, je vais payer les bérets. Vous allez jouer en béret, mais vous avez intérêt à être bon parce que sinon, c'est fini, quoi. Donc, ça a été notre. On s'est mis la pression. Oui. Inconsciemment, on en avait besoin, inconsciemment, c'est sûr, mais on se l'est mis consciemment. Et, et les gros nous ont respectés aussi parce qu'il fallait l'aval des gros aussi, hein, tu vois. Mais c'est vrai que la période où on s'est entraîné pendant un mois avec l'accord de Robert de jouer en béret, on s'est entraîné avec les bérets, avec de l'élastoplace à l'intérieur pour que ça colle. On s'est entraîné 2 heures, enfin, le lundi, le mercredi, des fois le jeudi soir, le vendredi, en béret, quoi, pour s'habituer à avoir ce truc-là, quoi. Donc, ouais, c'était étonnant. Puis bon, c'est ça qui a lancé parce qu'on a gagné. Et après, il s'est passé tout ce qu'il y avait là. On a joué en nœud papillon, machin, en bidule. On a, et on faisait exprès. C'était même pas de la provoque, c'était de l'adrénaline pour nous parce que on en avait besoin pour être à la hauteur. On a joué en noir à Toulouse, quoi. On ne s'est pas en noir du 9 au Yes. 15 à Toulouse pour, on va dire, pour soutenir Momo, parce que bah, la France est quand même raciste et que Momo, c'était notre pilier noir, c'était le seul noir qu'on avait. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de noirs qui jouaient au rugby. Et parfois, on entendait dans les tribunes des mots qui n'étaient pas très sympathiques. Et en fait, comme les avants, ils sont 8 et les trois quarts du 9 au 15, on est 7. Et on l'appelait quand même, Momo, on l'appelait la minorité Ouais. du Ouais. groupe. Et on a décidé de le faire passer majoritaire. Donc, on était à 7 plus 1, 8, on était majoritairement noir ce jour-là. Mais il faut voir quand même la tête, quand on sort des vestiaires, la tête des adversaires qui étaient quand même pas rien. C'était l'équipe de France en face. Hein, t'avais Codor, Bonneval, Ah oui, c'est ça. Charvet, Oui, oui, voilà. Il fallait forcément assurer Noves. Moi, j'avais derrière. Noves en face. J'avais Noves en face. Il fallait forcément assurer avec ses Mais ça engagements. Et puis nous voilà, a. ce qui est bien, c'est qu'on Et, comprend que et- derrière tout ce qui pouvait apparaître un petit peu comme voilà, comme l'aspect festif, en fait, voilà, il y avait derrière de vrais engagements finalement et des ouais, engagements qui t'ont suivi dans le cinéma où ouais, t'as toujours aussi se essayé mettre de, en de prolonger danger, ça. Et de ben se ça, mettre en danger. Et voilà. et ben ça, la Guy, je te propose d'en reparler dès demain, comme ça on aura l'occasion de revenir avec toi sur voilà, ta carrière au cinéma, aussi ce que tu aimes dans le cinéma et pourquoi tu comptes en faire encore longtemps. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Ce sera dans le 3e épisode d'ici C'est Rugby, à retrouver évidemment sur la chaîne C'est mon rugby, disponible sur YouTube. Le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez évidemment, on en a besoin, on compte sur vous. Salut.